Africa, Africa, oh liberté. Africa, Africa, oh dipanda. Alors, donc l'héroïne Clara, on suit justement à travers les différents flashbacks, on suit son arrivée du coup au Choco, ses rencontres avec ses amis, ses nouveaux amis, ses collègues, et on voit un petit peu la vie, enfin, je ne veux pas non plus catégoriser, mais la vie d'une femme occidentale qui arrive en Afrique, qui découvre un petit peu les us et coutumes de l'Afrique, et puis arrive le moment de l'arrestation, l'incarcération, et justement ce genre d'être une femme incarcérée en prison, c'est quelque chose quand même d'assez fort. Du coup, je voulais vous demander quelle est véritablement, enfin, je vais pas dire la place des femmes dans la société africaine, ce serait quand même trop dur et trop lourd, voilà. Mais cette condition justement de femme et en même temps prisonnière, est-elle un atout ou justement comment dire, une faiblesse vis-à-vis des geôliers en fait? Alors c'était une question qui intriguait beaucoup les geôliers justement, et qui ne comprenaient pas comment des femmes déjà entrent en politique, et du côté africain comme du côté français, je dirais. L'ambassade de France était aussi très étonnée, choquée que une femme entre en politique. Non, c'était pas la place des femmes. Alors il y avait plusieurs interprétations, et ce qui a valu à Clara et à son amie, parce qu'elles étaient deux jeunes femmes, de demander et d'obtenir une défense d'une avocate féministe, puisque c'était maître Gisèle Halimi qui a accepté de les défendre, même si après la défense n'était pas exactement ce que Clara et son amie Claire attendaient. Mais il y avait aussi en prison des femmes congolaises qui étaient avec elle et qui avaient soutenu aussi la résistance et la dissidence. Donc elles étaient sans doute une exception, mais bon, l'exception elle était des deux côtés, aussi bien africain que français. Et puis justement aussi le fait d'être une ressentissante française, du coup on a fait appel à l'ambassade de France. On voit à travers le bouquin un petit peu leur façon de procéder, à vouloir faire signer des aveux, qui est complètement contre l'idée même de l'héroïne en fait, d'accepter comme ça, de reconnaître des faits ou des idées qui sont contraires à sa volonté. Du coup, je voulais savoir quelle était en fait la place et le rôle de l'ambassade de France dans ce genre d'affaires, et puis aussi à savoir est-ce que, parce que vous avez parlé, le sous-titre de votre livre, c'est les impostures d'une révolution. Donc, est-ce que l'État français a aussi participé
au contexte politique en fait du pays, ou pensez-vous que c'est en fait une affaire africaine, ou finalement c'est les Africains qui ont pris leur destin en main en fait? Voilà, je voulais savoir pourquoi vous avez utilisé le mot imposture en fait. Alors, c'est une vaste question que celle du rôle de l'ambassade de France. Effectivement, dès le départ, ils ont exercé des pressions sur les ressortissants français arrêtés pour qu'ils signent des aveux complètement faux. Qui aurait au contraire en plus accru les charges par rapport à leurs camarades arrêtés, comme quoi ils avaient effectivement fomenté un complot, ce qui était absolument faux. Donc ils se sont opposés, ils n'ont pas voulu signer. Donc l'ambassade était très choquée en disant mais votre rôle n'est pas celui-là, vous devez vous abstenir, vous êtes en pays étranger. Enfin, c'était un discours fort hypocrite aussi, je dirais déjà de ce côté-là. Parce que le fait que les sociétés françaises soient présentes au Congo, que là à l'époque il y avait le bois, l'exportation de bois, 65% de ce qui était exportation du Congo, c'était du bois, mais l'État congolais ne retirait lui que 5% de recettes du bois. Alors qu'il y ait des présences françaises de ce type-là, économiques, qui siphonnaient, je dirais, les ressources du pays. Donc là, non, ça ne choquait pas l'ambassade de France. C'était comme si c'était naturel, normal. Bon. Par contre, qu'il y ait des jeunes Françaises qui s'élèvent contre la répression, les tortures, les condamnations à mort, alors là, non. Elles outrepassaient ce qui pouvait être permis à une étrangère ou à des étrangères. Alors, dans les impostures, il y a celle de l'ambassade, hein, évidemment, mais il y a aussi celle de ce régime qui se prétend révolutionnaire et qui assassine Franklin Bukaka et qui met en prison plus de militants qu'ils ne comportent eux-mêmes, que la clique de militaires, d'officiers, et qui usent pour la première fois au Congo de la terreur, de la répression et de la lutte armée, puisqu'ils ont décimé le maquis, ils ont mené des opérations militaires contre le maquis, contre les paysans, donc contre leurs propres ressortissants. Et c'est le premier mode de gouvernance par la terreur et par le sang. Malheureusement, il s'est perpétué après. Donc c'est la posture majeure pour Clara et pour ce livre-là d'une trahison des idéaux révolutionnaires à leur propre profit. L'imposteur, c'est celui qui trompe à son propre profit. Et donc, pour terminer, on pourrait écouter une dernière chanson de Franklin Bukaka, où justement, le bûcheron, il donne la parole au bûcheron qui dit que l'indépendance n'a rien changé pour lui et qui dénonce l'imposture déjà. Certains à qui j'ai donné ma voix ont développé la boulimie du pouvoir et des voitures. Et il termine à l'Afrique, où est ton indépendance? Les chansons de Franklin Bukaka ont été interprétées par Jackson Babengi
et que Franklin Bukaka est présent dans le livre sous le nom du musicien. Il est très présent en tant que personnage moteur et déclencheur d'une partie de cette histoire. Merci Paul. On va passer à la deuxième partie du coup de notre entretien. Oui, tout. Merci Rosane. I